Eh ben, bonjour à tous, merci d'être venus. Si vous ne l'avez pas encore compris, on va parler d'infra as code. Donc si vous ne voulez pas entendre parler de ça, c'est le moment de vous lever, on ne vous en voudra pas trop. Ah, ça va pas marcher, si c'est bon. Là. Petit problème technique. Ouais, c'est bon. Ouais. Oh, il se fait la malle. Tac. Voilà, pardon. Donc mon camarade, ici c'est Victor, comme son nom vous l'indique peut-être, c'est un viking. Il est aussi développeur et parfois il confond un peu son clavier et sa hache. On a des services qu'on... Bon. Donc avec moi il y a Guillaume, qui est un dev qui s'est perdu côté chef de projet depuis quelques années, à son grand désespoir. Et ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble chez Genji. Genji qui est un SaaS, vous pourrez regarder si vous voulez, le but c'est pas ça. On va vous en parler pas mal aujourd'hui, pas pour faire de la promo du produit ou autre, mais juste parce que c'est un peu tout le contexte et tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui s'inscrit dans ce contexte-là. Et en particulier, voilà, on est un SaaS donc dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout autour du globe. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de notre prod, des changements qui ont lieu dans les dernières années, notamment avec l'impact de l'infra as code, et donc ce que l'infra as code nous a apporté au quotidien, mais aussi des galères qu'on n'avait pas forcément prévues. Et du coup, avant de commencer, on aimerait bien savoir un peu qui on a avec nous dans la salle, et ça peut peut-être vous intéresser aussi. Du coup, on va utiliser la bonne vieille technique digitale. Alors du coup, on a quelques petites questions. Est-ce que déjà, il y en a parmi vous qui travaillent un peu, ou même beaucoup, en mode DevOps? Ah ouais, on est sur un 50%, je pense. Là. Ouais, un peu plus. Un peu plus, peut-être même. Ouais. Pure Dev? Ok, un 25-30, on va dire. Et Pure Ops? Ok, quelques-uns dans le fond. Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de l'infra as code, mais en mode production, pas juste un tuto? Ok, un 15-20%. Ouais, 30 je pense. Et qui est sur du pur cloud, que ça soit public, ouais, super. Ok, donc 20, 25, un truc dans le genre. Ouais. Sur du hosté maison. Ok, là il y a du monde. Ouais, 50% au moins, je pense. Est-ce qu'il y a des fans de Terraform? Ah, il y a des mains là. Il y a des mains. Ok, un petit, je sais pas, ouais, 20-30%. Ouais. Ok. Du Kubernetes, là j'imagine qu'il y a plein de mains qui vont se lever. Ouais, Ah. très bien. Ok. Il y en a qui ont déjà touché à CDK? Ah, il y en a un là-haut. Okay. Camarade, merci. Ok. Très bien. Alors du coup, pourquoi on vous pose cette question-là? Bon, déjà, c'est cool d'avoir un peu des datas, parce qu'on avait du mal à savoir à l'avance qui et ce que vous utilisiez. Mais le but, c'est dans cette présentation que vous repartiez avec tous quelque chose. Donc on va essayer au fur et à mesure de cette présentation de vous donner des petits éléments sur, pas que CDK, c'est ce qu'on a choisi et on reviendra dessus, mais sur voilà, ce que la transition pourrait vous apporter si vous décidez que vous n'en avez jamais fait, que vous décidez de vous lancer. Si vous faites du Kubernetes, ça permet de comparer. Si vous avez fait du Terraform aussi, voilà, donc on va essayer de distiller un peu tout ça pour que vous repartiez avec quelque chose. Et donc avant d'aller plus loin, histoire qu'on ait tous les mêmes bases, qu'est-ce que c'est l'infra as code? Et je pense que le plus simple et le plus clair, c'est de demander à Red Hat. Moi, je trouve que c'est complètement suffisant. Je sais pas pour vous. Mais au cas où, voilà un exemple de CDK en mode TypeScript. Concrètement, on y reviendra tout à l'heure, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un fichier, donc c'est du texte. Le texte, c'est quand même vachement cool. Et ce que ça fait, je suis désolé, il y a un peu de l'arsène, ça va décrire l'état attendu de votre production. Et en face de ça, vous avez votre service de choix qui va avoir sa moulinette pour faire coller cet état attendu à la réalité. Je ne vois pas du tout. Personne n'a rien remarqué. Ouais. Et donc, ce que tous les fans d'infra as code vous vendent et arrêtent pas de vous répéter, c'est que c'est trop bien et surtout, ça permet d'apporter des process de dev sur la partie ops. Des process de dev. Et donc, quand on parle de process de dev, on parle de fichiers texte. Et donc, des fichiers texte, en tant que dev, nous, on sait bien les gérer. Parce que derrière, on est capable de les versionner, de faire du diff, de faire des PR et de brancher ça sur une CI, sur les changements qui ont lieu. Ça, c'est quand même vachement cool. Et aussi, ce que vous essayez d'obtenir, c'est des deploys sans les mains. Au lieu d'aller
mettre les mains dans le cambouis dans votre interface de votre cloud préféré, ne plus faire ça. Ce qui, on le sait, les mains, ça pose des problèmes. Alors pourquoi on vous parle quand même de ce sujet qui n'est pas forcément neuf, ça fait quand même quelques années, vous pourriez dire, ouais, les mecs, ils arrivent un peu en retard. Il y a tout ça. Il y a beaucoup de techno, c'est pas facile de tout évaluer, c'est même quasi impossible. Le sujet, il est important parce qu'il est très structurant pour une équipe de dev, DevOps plus particulièrement. C'est un choix que vous devez faire assez rapidement, ou alors vous allez le faire à un moment, mais une fois que vous l'avez fait, il va changer drastiquement la façon dont vous allez travailler. C'est pas magique, contrairement à ce qu'on essaye de vous vendre. Typiquement, toutes les solutions vont vous dire oui, tu vas voir, c'est génial, c'est facile, il n'y en a pas pour longtemps, après tu vas gagner un temps de ouf. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres pas forcément. On vous parle, moi je trouve qu'on ne nous parlait pas beaucoup de ok, mais moi j'ai une prod déjà aujourd'hui qui tourne avec pas mal de trucs. Ton infra as code c'est sympa sur un projet tout neuf, mais qu'est-ce que je fais quoi, avec mon existant, mes dizaines de Docker et des machins quoi. Voilà, donc vous l'aurez compris, le but aujourd'hui, c'est pas de vous convaincre que l'infra as code c'est génial et qu'il faut absolument en faire. C'est pas de vous convaincre que telle techno est meilleure qu'une autre. On parlera beaucoup de CDK parce que c'est ce que nous on a pris, mais c'est pas. Le but c'est pas de vous convaincre et que vous fassiez tous du CDK. Le but c'est vraiment plutôt de parler de notre aventure, des écueils qu'on a rencontrés et en essayant de vous donner quelques pistes pour que vous galériez un peu moins que nous. Et donc voilà, c'est aussi de vous montrer que le voyage, si on sur le papier il est paradisiaque, en vrai dans la vraie vie il y a quand même quelques tempêtes sur le chemin, mais qu'il y a moyen de traverser et d'arriver au bout. Et donc on va commencer avec ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce machin-là? C'est pas très connu, c'est normal. Ce machin est une allumette géante. Et c'est une allumette géante pour ce machin-là. Et ce machin-là, c'est une fusée Soyouz, une fusée russe, qui a commencé à voler il y a une soixantaine d'années, qui vole tous les ans depuis 60 ans et qui est hyper fiable. Elle est hyper fiable, et avant chaque décollage, il y a un mec hyper courageux, il prend les allumettes géantes, il prend la clé pour pas que ses copains lui fassent une mauvaise blague, et il va sous les réacteurs, il va mettre l'allumette géante dessous. Et au moment de la mise à feu, l'allumette géante allume la fusée, littéralement. Donc c'est hyper low-tech, vous ne pouvez pas faire moins. Les mecs, ça fait 60 ans que ça tourne comme ça, et ils n'ont pas changé. Ça marche, quoi. Et du coup, nous, il y a 6 ans, quand Genly s'est lancé, globalement, on était un peu pareil. On était très low-tech. Donc on s'était lancé sur AWS, et on a pris la bonne vieille technologie digitale, à savoir nos petites mains. Et donc on a construit nos images Docker, qu'on allait déployer sur ECS. Alors ECS, pour ceux qui ne parlent pas, c'est ce qui permet de gérer des conteneurs Docker et de la configuration associée côté AWS. Et donc à la petite main, on a connecté une petite base de données Dynamo, un API Gateway pour exposer ça sur Internet, et voilà, on était parti en prod comme ça. Ça peut paraître vraiment primitif, mais en fait c'est viable parce que la console AWS, vous faites tout et vous faites vraiment que de la gestion haut niveau. Nous, on a une petite équipe DevOps, et vraiment, on n'a pas le temps de s'occuper de faire des pages de sécurité, de gérer vraiment purement du matériel. On a un produit à sortir, d'autant plus qu'on est une start-up, donc on a vraiment un produit à sortir, c'est ça ou le décès. Et donc notre philosophie, c'est vraiment, on dev, on met en prod, et après ça tourne, et normalement, on surveille un peu que tout n'est pas en train de s'effondrer, mais il n'y a pas vraiment de raison normalement. Et ça, pour ceux qui sont un petit peu comme nous, un peu vieux, si vous avez connu l'avant cloud, c'était pas gagné avant. Et vraiment, il y a une vraie révolution de ce point de vue-là, où vous pouvez, en tant que dev, faire votre dev, plus ou moins vous en occuper pour le mettre en prod, puis après, normalement, si vous avez conçu ça comme il faut, ça va tourner. Et donc, ça veut dire au revoir les astreintes, au revoir les mises à jour de sécurité, la gestion des OS, je sais pas quoi. Tout ça, si vous avez, comme nous, donc, il faut utiliser quand même votre cloud en mode plateforme as a service. Et si vous faites ça, vous avez quand même un paquet de problèmes en moins. Et donc nous, on était dans un état où en fait chaque opération sur le cloud, chaque opération manuelle qu'on faisait, c'était pour une évolution. On faisait quasiment aucune opération de maintenance. C'était très très rare. À la limite, on allait rebooter quand AWS nous criait dessus, mais c'était à peu près l'unique cas où ça arrivait. Alors, à côté de ça, on faisait pas tout à la main. Au fil des années, on s'est quand même outillé. On a fait quelques petits scripts parce qu'on avait quelques tâches répétitives, du coup, qu'on a essayé d'automatiser. Mais globalement, on en était là. Donc quelques chiffres pour vous donner un peu de contexte, c'est pas pour se la péter ou quoi que ce soit, c'est une prod qui est une taille moyenne, mais le but c'est qu'on va vous essayer de vous donner des chiffres au fur et à mesure, et comme ça vous permettra d'avoir un peu de contexte pour les autres chiffres aussi. Et voilà, pour comprendre aussi un peu pourquoi on a transpiré et à quel point on a transpiré. Donc voilà, on a pas mal de microservices, d'ailleurs la plupart ne sont pas en REST, on est très event-driven, on pourrait peut-être en parler une autre année éventuellement. Pas mal de lambda, on utilise une cinquantaine de services AWS, ça commence à faire beaucoup.
pas pour le plaisir, hein, ça sert le produit, mais ça veut dire qu'il faut connaître et maîtriser tous ces outils et les assembler. Voilà. Et donc on en était là, on avait tous ces services et globalement, nous, dans la vie de tous les jours, on était contents. Tout le monde vivait bien, on était bien. Et un jour, il y a l'équipe commerciale qui est arrivée, qui nous a fait dis donc, on a signé un super client. Et ce super client, il est à Singapour. Mais de toute façon, on est un SaaS. On est accessible partout dans le monde, c'est super facile. Donc tout va bien. Ouais, tout va bien. Ouais. Nous, c'était un peu moins la fête. On savait, contrairement à l'équipe commerciale, c'est pas son taf, c'est normal, mais nous, on savait que nos données, elles étaient en Europe. Nos données, nos services. Donc voilà, on a tout de suite un petit peu transpiré quand on nous ont dit ça. Ouais, parce que le problème de Singapour, c'est que c'est quand même globalement de l'autre côté de la planète. Et donc même à la vitesse de la lumière, c'est loin. Et donc on se retrouve avec des latences, même on a beau avoir l'appli qui déchire, avec des latences comme ça, ça commence à être vraiment visible et très pénalisant. L'autre souci, c'est qu'ils n'ont pas d'équivalent du RGPD, en tout cas pas pour l'instant, mais ça pourrait venir. Et donc globalement, on s'était dit, de mettre les données à côté des utilisateurs, ça paraîtrait quand même plutôt sensé. Donc là, on n'avait pas trop le choix, il fallait qu'on déploie une prod complète à Singapour, ou quelque part en Asie à côté. Et donc, dilemme, besoin d'un deuxième environnement, dans une deuxième région. Est-ce qu'on le fait à la main, comme le premier? C'est une solution qui marchait jusque-là, clairement c'est viable. Ou bien plan B. Bon, on est des développeurs, donc plan B. Ouais, donc la première solution, c'était d'embaucher quelqu'un pour le faire à notre place. Bon, ça, d'un point de vue timing, budget et tout, ça passait pas. Donc on a fait autrement. Et du coup, on a regardé autour. Et là, on s'est fait, je crois qu'il n'y a pas le choix. Il va falloir se renseigner sur l'infra as code. Et là, sur le papier, nickel. Exactement ce qu'il nous faut. Donc on se dit, allez, c'est parti, on se renseigne. Il faut quand même voir que c'est une solution technique à un problème technique. Cette infra as code, du point de vue du produit qu'on essayait de construire, il avait zéro intérêt. Donc c'était quand même une perte sèche en termes de temps et d'investissement, d'efforts. Mais pour Singapour, il n'y avait pas le choix. Donc on creuse un peu et on se rend vite compte qu'il y a une montagne de travail. Du coup, on réévalue l'option, est-ce qu'on ne va pas cliquer une deuxième fois? Bon, on ne l'a quand même pas fait, donc on est parti sur l'infra as code. Ouais, et donc là, on a cherché sur Internet et on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'outils. Ça, c'est juste un petit extrait des technos qui sont apparus sur les 10-15 dernières années. Et globalement, elles ont toutes plus ou moins d'intérêt. Elles sont plus ou moins d'intérêt en fonction du contexte, quoi. Elles ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Il y en a certaines qui vont être très spécialisées. Je pense notamment à Serverless, qui est très axé lambda. Alors, ils se sont un peu étendus, mais au tout début, c'était juste fait pour déployer des lambda. Voilà. Et donc là, on s'est retrouvé embêté parce on n'avait pas le temps de tout tester, de faire vraiment tout fouiller, quoi. Mais il fallait faire un choix. Et si vous êtes dans la même situation un jour, il faudra faire ce choix. Parce que c'est tellement structurant que si vous ne faites pas ce choix, vous ne pouvez pas vraiment avancer au-delà. Et donc, on a fait un choix. Donc, on est parti sur CDK. Et on est parti sur CDK parce que, déjà, c'est un produit qui est fait par et pour AWS. Nous, on avait un cloud qui était entièrement sur de l'AWS. On n'avait pas prévu de changer, donc ça collait. Alors, en plus, c'était recommandé par AWS sur le moment, donc on s'est dit c'est pas mal. Et globalement, CDK, ça permet de définir son infra en TypeScript. Et dessous, ça utilise CloudFormation, pour ceux qui ça parle. C'est un outil d'AWS qui permet de gérer des services au sein d'un compte AWS. Donc, je vous ai dit qu'on revenait un peu sur cette slide plus tard. On va faire un petit tour rapidement pour que vous ayez une idée de à quoi ça sert. Donc c'est très schématique, mais voilà. Vous avez ici la déclaration d'une fonction lambda. Vous avez ses petits paramètres, sa taille de mémoire, son timeout en secondes, des choses comme ça. Ici, vous déclarez la configuration API Gateway, qui est un service AWS qui vous permet d'exposer ça sous forme d'API REST sur Internet. Et en dessous, vous déclarez un petit bucket S3. Donc là, c'est un exemple un peu trivial, mais vous voyez que c'est quand même assez lisible. Et le truc important, c'est que vous voyez qu'ici, c'est du code. Donc vous avez l'autocomplétion de votre IDE préféré. Et ça, c'est quand même génial. Ouais. Et donc nous, on est parti là-dessus, déjà parce que c'était une solution AWS, donc on disait que normalement, on aurait accès à tous les services AWS avec le minimum de retard possible. Il y avait aussi un autre truc qu'on avait vu, c'est que CDK, ça permettait de réimporter ce qu'on avait et qui existait déjà. C'était pas un petit truc, donc c'est quand même important. Et la dernière raison, c'est que c'est du TypeScript. Il y a beaucoup d'autres solutions qui sont basées sur des fichiers YAML, donc plutôt templating. Donc là, on avait accès à du vrai code, et vu que nous, on est quand même plutôt des devs, on s'est dit, ouais, du code, c'est vraiment cool. Voilà. Et vous dites, bon, ok, CDK, ça a l'air pas mal, mais moi, je suis Terraform, c'est quand même vachement cool, ça a l'air plus mieux, tout ça.
On vous dit peut-être. On a fait les tutos, on a regardé la doc, ça avait l'air pas mal, clairement il y a plein de gens qui l'utilisent, donc clairement si vous l'utilisez, que vous en êtes content, super. Vous avez peut-être fait le bon choix, probablement. En tout cas on n'est pas là pour vous dire le contraire. Si jamais vous hésitez à vous lancer sur l'infra as code, on n'est clairement pas là pour vous dire que CDK c'est la meilleure solution. Vous n'aurez pas le temps de tout tester, mais évaluez les gros, analysez votre cas, votre équipe, votre projet, votre existant, et faites vos choix. Et donc là, nous, on avait fait notre choix, on avait potassé la doc, on avait fait tous les tutos, et on s'est dit, il y a un moment, il faut se lancer, quoi. Donc, c'est parti. C'est parti, mais on commence par quoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs dans notre existant. Et donc là, en gros, on avait deux grosses options. Soit on prend notre gros back-end, qui est certes complexe, mais qui va éliminer un paquet de risques d'un coup. Une fois qu'on a migré ça, on est à peu près sûr qu'on est bon. Ou bien on prend un petit batch, un petit microservice dans un coin, et puis on se migre ça. C'est moins gros, moins de dépendance, plus facile, tranquillou. Comme nous, on est une équipe de grands courageux. Ouais, on est parti sur le petit microservice. Et puis en fait, on a même pris un deuxième raccourci. On s'est dit, de toute façon, il faut monter un environnement pour Singapour, il faut un truc tout neuf. Donc on va partir sur un truc tout neuf, comme ça on élimine les risques de casser des choses en production existante. Donc là, on se lance, on set up, on se crée notre projet CDK dans notre coin, on vérifie donc la conf existante de notre batch sur notre prod, on regarde tous les paramètres, on duplique tout ça en CDK, ça compile, c'est le moment de déployer. On déploie. Et oups, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est le genre d'exemple, d'erreur que vous pouvez avoir sur une commande CDK. On est allé un peu vite, on sortait des tutos, on était chaud, on s'était concentré sur faire tourner le Docker. Il a tourné le Docker, enfin, il aurait tourné presque. Mais on a oublié plein de trucs, plein de dépendances d'infra. Donc là, ce que le message d'erreur vous dit, c'est qu'il vous manque des politiques de sécurité pour faire tourner les choses, donc on les a oubliées. Donc on a pris quelques heures de plus, puis on les a faites en échange. Ouais, on avait oublié la base de données aussi, on en était là. Donc on a pris du temps, on a rajouté tout ça. Ça a fini par se relancer, ça a fini par cette fois se lancer. On s'est fait cool, c'est parti. Donc là, on s'est dit, c'est quand même vachement rapide. On est allé voir les logs. Et les logs, on s'est rendu compte que c'était pas bon du tout. Parce qu'on avait résolu des problèmes d'infra qui empêchaient de se lancer. Maintenant, il fallait les dépendances fonctionnelles. Truc bête, on a un cache. Donc il nous fallait un Redis, qu'on avait oublié de lancer aussi. On a des systèmes de messaging en interne qu'on avait oublié de mettre. C'était un petit badge de rien du tout. Il envoyait des mails, il appelait un service externe. Il avait besoin d'un mot de passe qu'on avait oublié de me stocker aussi dans le truc d'AWS. Et en plus de tout ça, notre code, il n'était pas vraiment prêt à tourner à Singapour. Donc il a fallu qu'on mette à jour le code pour le revaloriser. Bon, on a fait tout ça, on a fini par retenter. Et cette fois, c'était bon à peu près. Ouais, on a enlevé les hardcodes et ça s'est mieux passé après. Mais voilà, au bout d'une semaine, et ça, une semaine quand même, c'est pas négligeable, on part en week-end avec nos petits batchs qui tournent, donc on était heureux. Et puis en revenant le lundi matin, il tournait toujours parce que c'est du cloud, donc ça marche bien. Donc on vérifie quand même, on se dit on va double-checker tout ce qu'on a fait dans la console initialement, voir qu'on a bien tout répliqué. Et on a été heureux 5 minutes. Ouais, parce que globalement, sur la partie Docker, on était bon, puis en fait en fouillant, on s'est rendu compte qu'on avait oublié un petit détail, toute la conf réseau. Et ça a marché parce que CDK AWS, ils nous ont mis une conf par défaut, qui était pas forcément mauvaise, mais qui d'un point de vue sécurité, ça correspondait pas à ce dont on avait besoin. Donc on a pris quelques jours de plus pour déjà tout supprimer, recréer toutes les couches réseau une par une dont on avait besoin et pouvoir tout redéployer. Ça, on a mis un moment. Mais au final, ça tourne. Ça tourne pas mal. Ça s'est juste pas passé exactement comme prévu. On pensait pas que ça nous prendrait autant de temps, très clairement. Et vraiment, la cause, c'est que la quantité de couches et de modules que vous avez peut-être mis en place, vous l'avez peut-être oublié. Vous l'utilisez au jour le jour, mais vous utilisez la partie émergée de l'iceberg et il reste l'autre. Et l'autre, elle est importante. Et surtout, on oublie les trucs qui fonctionnent. Ça, c'est le truc. Tout ce qui casse, vous vous en souvenez, mais ce qui tourne depuis des mois ou des années en production, vous l'avez juste probablement oublié. Ouais. Le deuxième problème, c'est que les tutos, c'est bien, ça fait 15 lignes, c'est beau. Une vraie appli, ça fait beaucoup plus que 15 lignes parce que il y a quand même plein de dépendances. Et en fait, le gap entre les deux, il est très dur à passer. Parce que déjà, une appli, ça se découpe pas trop. Donc soit ça démarre, soit ça démarre pas. Et là, on n'a pas trouvé mieux comme technique que le die and retry. C'est une technique, ça marche. C'est juste que le problème, c'est que c'est long. Alors déjà, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais les déploiements sont longs. Celui d'exemple qu'on avait mis, c'est 2 minutes 30 pour déployer, pour se lancer. Il faut imaginer qu'à chaque test, c'est ça. Donc ça, combiné à un truc où, en plus, on ne sait pas le nombre de tâches, le problème qu'on va encore avoir, on se retrouve avec un sacré effet tunnel qui prend vraiment, vraiment du temps et qui est très démoralisant. Et l'autre chose qu'on a réalisé, c'est que chaque couche et chaque module de votre cloud que vous allez utiliser,
eh ben, il faut le maîtriser, il faut lire la doc, il faut tester, il faut voir ses petites limites, ses petites spécificités. Et en gros, il faut maîtriser votre cloud et votre outil aussi. Chaque framework a ses spécificités et CDK voilà, il est top comme outil, mais de temps en temps, voilà, ça frotte un peu, quoi. Et ça vous oblige aussi à maîtriser les concepts bas niveau. Quand vous commencez à faire du réseau, c'est de l'infra. Si vous ne savez pas comment configurer du réseau, il faut apprendre avant de commencer à faire ça en infrascode. C'est basique, mais il faut. Mais à la fin, on a une première brique qui est déployée, donc avec toutes ces petites dépendances, à la fois infra et dev. Et les premiers gains se font ressentir assez vite. Donc tout ça, c'est dans un projet qui est sous Git, donc qui est versionné. Et ça, c'est déjà cool. Donc on a des diffs de code qui permettent de voir rapidement quelles sont les évolutions. On a des tags, on a voilà, tout ce que vous pouvez imaginer dessus. On a des déploiements qui se font en ligne de commande. Donc on n'est plus en train d'aller cliquer dans l'interface AWS, hop, une petite commande CDK deploy, et ça déploie. Et il y a un autre bénéfice qu'on n'avait pas vu venir, c'est les diffs d'infra, qu'on vous mentionne là-haut. Alors les diffs d'infra, on est habitué aux diffs de code, mais le diff d'infra, c'est quelque chose qui est proposé par l'outil et qui va vraiment vous donner une différence entre ce que vous voulez déployer et ce qui existe actuellement sur l'infra. Donc là, on en a un. Ça, c'est un exemple. C'était sur de la création. Donc on a la première partie qui est de l'ajout. Donc IAM, c'est ce qui permet de gérer les droits, la sécurité en interne d'AWS. Et en dessous, on a une liste de ressources qui vont être déployées. Donc on trouve du IAM, on retrouve une partie de log group et du ECS pour toute la partie Docker. Ça, c'est un petit extrait de l'infra. Mais ça, c'est de la création. Mais en fait, en modification, ça fait la même chose. Et donc globalement, là, on en a un autre sur une update. Donc on voit qu'en fait, on vient supprimer des droits et en rajouter d'autres. Et en dessous, donc on a un ajout de variable d'environnement et la modification de la version d'une image Docker. Donc on a vraiment un diff très complet et qui permet de prédire ce qui va se passer sur l'infra. Et en CDK, en tout cas, c'est assez précis. Donc vous êtes plutôt serein quand vous avez fait un diff que voilà, ça ne va pas partir en sucette sur un deploy. Donc voilà, on était là avec notre premier service déployé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous vous souvenez, il nous reste encore un paquet de lambda, un gros back-end et plein d'autres choses. Donc là, toujours l'avantage de migrer ce gros back-end, on se dit, bon, ok, sinon on se prend une petite lambda. Ouais, c'est pas mal ça, parce qu'on est toujours une équipe de grands courageux. donc on est parti là-dessus. Et oups, quoi. On s'est repris quasiment tout ce qu'on avait déjà mangé précédemment. Chaque nouvelle brique qu'on va intégrer, parce que la lambda, elle dépendait d'autres services AWS, d'autres configurations, et à chaque fois, on s'est pris les pieds dans le tapis. Rien de méchant, mais c'est juste qu'à chaque fois, il faut itérer. Et il faut aussi adapter le code de votre application. C'est quelque chose qu'on n'avait pas franchement anticipé. On vous l'a dit, on a migré à Singapour, donc ça c'est une modif, et puis il faut aussi l'adapter parfois à recevoir des variables d'environnement, des choses comme ça en plus. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, mais l'infrascode, ça reste du code. Donc on fouille les docs, on lutte un peu, mais on finit par réussir à avoir des trucs qui marchent. Et vu que c'est du code, on est capable de wrapper des trucs pénibles. Et notamment des trucs un peu bizarres. Nous, en faisant les migrations, on s'est rendu compte que toutes nos images Docker avaient des configurations différentes. Ça dépendait clairement de l'envie du mec qui faisait la conf la première fois. Et du coup, on s'est dit, tant qu'à faire, on va peut-être normaliser un peu. Et donc, on a créé un petit bout de code. Donc ça, c'est juste un petit dictionnaire qui résume 2-3 trucs. Et c'est des tailles de machine. Et ces détails de machine, et la dernière paramètre, c'est une variable d'environnement qui est passée à nos JVM. Dans les Docker, il y a du Java. Mais voilà. Et donc, en fait, on est capable d'abstraire une partie de la couche technique de façon à ce que quelqu'un qui maîtrise pas forcément tout ou qui sache pas quoi mettre comme valeur, il n'ait pas trop à se poser de questions. Alors évidemment, c'est pas magique. Le premier qui passe dessus, il transpire. Mais pour les suivants, c'est plus simple. Il y a juste à réutiliser et on gagne quand même pas mal de temps. Ouais. Et ça, c'est un exemple qui est un peu statique, mais comme CDK, c'est du code, vous pouvez faire des petites méthodes, des boucles, tout ce que vous voulez, et réutiliser un paquet de code, et ça, c'est pas mal. Et donc avec tout ça, on s'est fait une base bien solide et on a commencé à accélérer parce qu'il nous restait encore un tas de services à déployer. Donc voilà, on a paralysé le travail entre les développeurs de la petite équipe qu'on était pour déployer Singapour. Ouais. Et la paralysation sur du code, on sait faire, on a les outils, c'est facile, on en fait tout le temps, donc c'est pas un problème. Sur de l'infra, c'est pas pareil parce que l'infra, il y a une notion physique derrière quand même. Et du coup, on se retrouve avec des problèmes qu'on n'a pas en code. Pour vous donner un peu de contexte, je vais parler des stacks CloudFormation. Donc CloudFormation qui est ce truc qui est derrière CDK. Et donc CloudFormation, ça permet de regrouper au sein de stacks différentes ressources en un compte. Donc la ressource, c'est les configurations pour le déployer. Et donc ces stacks, elles se retrouvent avec des dépendances entre elles. Parce que par exemple, la base de données, ou le Redshift, Redis, il est partagé entre tous les batchs. Et donc en fait, on va se retrouver avec un graphe de dépendance au sein de ces stacks.
Et la bonne nouvelle, c'est que CDK, les dépendances entre les stacks, il les gère, c'est son taf. Et en particulier, quand vous avez besoin de déployer par exemple, un des batchs que vous avez mis dans une stack, et qu'il va voir qu'il y a peut-être une modification qui a été faite, ou que même la stack du Redis n'est peut-être même pas déployée, et ben, il va détecter ça, il va dire ok, je vais commencer par déployer la stack Redis, et puis après je ferai pour ton batch. Et ça, c'est quand même cool. Vous n'avez plus besoin, quand vous déployez, vous pouvez déployer plein de ressources d'un coup, sans vous soucier de l'ordre dans lequel vous faites les choses. Et il vous garantit que ça va bien se passer. Alors, si vous avez écrit les choses comme il faut quand même. Mais c'est une bonne garantie. Le seul truc, c'est qu'à plusieurs, déjà, si vous n'avez pas exactement le code que votre copain a quand il a fait son CDK deploy et vous faites un CDK deploy, peut-être que vous n'avez pas la modif Redis qu'il a mis dans sa stack à lui. Et donc, votre diff à vous, il va vous dire non, mais il y a un bout de conf qu'il faut que je supprime, ou même une stack entière qu'il faut que je supprime. Donc, quand vous travaillez à plusieurs et que vous faites des deploys en parallèle, vous vous retrouvez assez rapidement avec des soucis. Et vous risquez d'écraser ou de perdre des services. Donc, il faut faire un peu attention. Et ça, on s'en est rendu compte dans la douleur. Alors, c'est un cas qui est assez spécifique CDK, en tout cas cette notion de stack, et voilà. Mais moi, je suis à peu près persuadé que dans tous les autres outils, il y a le même problème. Si vous n'avez pas votre code à jour par rapport à ce qui a été déployé par votre collègue, vous risquez de perdre des trucs. Et du coup, CDK, ce qu'on voit, c'est que la granularité du déploiement, elle est liée à la taille de la stack. Du coup, peut-être qu'il faut faire des stacks plus petites. Moins de ressources dedans. Donc on s'est dit, on va découper, ça va peut-être résoudre nos problèmes. Et on a découpé. Puis rapidement, alors ça c'est pas un vrai exemple, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi on est arrivé. Non, voilà. Un des gros problèmes qu'il y a surtout, c'est que CDK, quand il va commencer à détecter qu'il y a des dépendances circulaires entre vos stacks, il fait non, c'est bon, laisse tomber, je déploie pas ça. Donc, et des dépendances circulaires dans des graphes de stack, c'est assez rapide d'en faire. Pour des raisons qui sont métiers et logiques, vous avez envie d'en faire. Mais du coup, on s'est dit, ok, il faut découper différemment, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et globalement, il y a deux axes de découpage possibles. Est-ce que je fais un découpage technique ou est-ce que je fais un découpage métier ? Donc technique, est-ce que je mets tout le réseau, toute la base dans une stack, et le métier, l'axe métier, c'est plutôt est-ce que cette grosse feature qui dépend de deux services, je la mets dans une stack. Notre réponse, qui est peut-être pas la bonne réponse, mais celle qui fonctionne et qui fonctionne pas trop mal chez nous aujourd'hui, c'est un mix des deux. On a toutes les couches basses, donc le réseau, la base de données, les buckets S3 qui vont être partagés entre plein de services, qui vont se retrouver chacun dans leur stack dédié. Et on a des stacks métiers qui, elles, vont être vraiment, pour le coup, dédiées à une feature, qui vont dépendre des stacks techniques qu'on a définis en dessous. Et comme ça, on n'a pas de dépendance circulaire, des choses qui se déploient quand même relativement vite. Et puis, quelque chose de, les diffs sont compréhensibles, il y a plein d'avantages comme ça. Peut-être que ce n'est pas la bonne technique, mais en tout cas, pour l'instant, elle nous convient. Si vous avez des avis différents, on sera ravis d'en discuter. Il y a un autre truc qui ne marche pas comme le code, c'est le refactoring. Parce que en bon dev, on fait toujours une première version du code, on la fait vite parce que de toute façon on est pressé, et on revient plus tard dessus. Puis un peu plus tard, on se dit, on pourrait peut-être nettoyer ça, c'est quand même pas terrible. Donc ça va faire quand même une sacrée dette plus tard, il serait temps de tout nettoyer. Et en infra, c'est pas si simple, parce que vous avez quand même des ressources physiques qui sont déployées derrière. Et par exemple, ce qui nous est arrivé, c'est vous avez rajouté une petite variable d'environnement tranquillou dans une petite méthode qui va configurer vos images Docker. Et vous faites ça, mais vous l'avez utilisé partout, cette méthode-là. Et du coup, quand vous faites un CDK diff, ça devient un sapin de Noël, puisqu'il veut redéployer l'intégralité de vos Docker et de vos microservices. Et là, c'est pas forcément grave, mais il faut être conscient qu'il risque de les éteindre et de les redémarrer. Si vous avez conçu les choses comme il faut, pas trop de soucis. Mais par contre, ça va prendre un moment, parce qu'il va lui falloir peut-être plusieurs minutes par service. Et puis ce diff risque de masquer peut-être d'autres diffs plus petits et avec plus de valeur métier que vous n'allez peut-être pas voir passer parce qu'un collègue a commité à côté. Et là, vous allez, dans votre diff qui ne devrait rien changer, vous allez peut-être passer une vraie modif, quoi. Et ça, c'est un peu chaud. L'autre truc important et un peu qui pose problème parfois, c'est le renommage. Typiquement, AWS, sur certaines ressources, il vous interdit le renommage. Vous, en code, vous avez mon nom est un peu pourri, je l'ai changé, classique. Et là, non. Donc, vous vivez avec le nom du machin pourri. Alors, vous pouvez peut-être tenter de le détruire, pour certaines choses, c'est faisable. Mais bon, pour votre base de données, non. Vos tables, c'est fini. Ouais, et le dernier gros point qui nous a un peu, qu'on n'avait pas prévu, c'est que il y a des services AWS qui ne sont pas supportés par CDK. Par exemple, Redis. En tout cas, quand nous on s'est lancé, il n'était pas là. Je pense que depuis, ils l'ont rajouté. Mais on s'est retrouvé quand même bloqué assez vite parce que on savait pas quoi faire. Alors, soit on remplaçait techniquement la brique et on faisait autre chose. Donc on modifie notre code. On s'est dit c'est peut-être un peu trop de travail. Ou alors on descend plus bas dans les implémentations, on se débrouille à la main en faisant autre chose. Donc après, comme tout le monde, on avait fouillé sur Stack Overflow, on a trouvé une solution. On a fini par s'en sortir, mais on l'avait pas prévu aussi bien, quoi.
Et c'est quelque chose vraiment qu'on n'avait pas anticipé. On avait quand même choisi CDK en partie en se disant, attends, c'est la même crèmerie qu'AWS, il y aura peut-être du lag sur certains trucs, mais le minimum. Et en fait, Redis, c'était quand même pas un truc tout neuf à l'époque, et il n'y avait pas, quoi. Vous pouvez avoir exactement le même genre de souci si vous commencez à avoir de bonnes relations avec votre fournisseur de cloud, que peut-être il vous a donné un accès à une bêta privée d'un nouveau service, jamais ça sera dans CDK, quoi. Ou dans Terraform d'ailleurs, enfin peu importe l'outil. Hein. Si c'est déjà pas dans CDK, ça reste pas dans les autres. Donc clairement, il faut s'attendre de manière générale à peut-être avoir des choses à gérer à la main, au moins pendant un temps, le temps que l'outil rattrape ce qui est disponible dans l'interface. Bref, donc vous avez vu des plâtres, on en a quand même mangé quelques-uns, on vous a résumé les plus gros, mais il y en a eu d'autres. Donc ça a pris quelques semaines de migrer tout le reste de notre production. Mais on y est arrivé. Et à la fin de tout ça, on avait un environnement intégralement déployé à Singapour en infra as code. Donc c'était un CDK diff, CDK deploy, et hop, la release est terminée. Ça, c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Et en fait, ce qu'on n'avait pas forcément prévu non plus, mais ça nous a permis, c'est que on a réussi à lister toutes les ressources nécessaires pour notre prod. Le problème, quand on fait ça à la main dans l'interface AWS, pour ceux qui l'ont déjà ouvert, savent à quel point c'est le bordel. Donc tout lister, c'est une plaie. Et donc là, dans un seul projet, on avait la liste complète de tous les services, toutes les configurations nécessaires et tout ce qu'il fallait pour faire tourner une prod. Et rajouter à ça qu'on pouvait déployer et du coup mettre à jour automatiquement. Ok, mais du coup là, si vous avez suivi, maintenant on a une prod déployée en infra as code à Singapour et on a une prod en Europe avec les mains. Ouais, et ça pouvait pas rester comme ça, clairement. Donc là, on savait ce qu'on avait à faire, il fallait migrer toute la prod européenne dans du CDK. Bon, on avait tout le code sous la main, on s'est fait, il n'y a pas de raison, de toute façon, c'est juste intégrer des trucs qui existent. Et vous allez être surpris, on avait encore tout sous-estimé. Alors on avait quand même prévu le coup, hein, dans le choix de l'outil, on avait calculé qu'il était possible d'importer les ressources existantes. On ne s'était pas lancé sans y réfléchir. Bon, on n'avait pas assez réfléchi. Ça, c'est un screenshot du wizard d'import AWS de ressources dans des stacks. Donc il est possible soit de créer des nouvelles stacks à partir de ressources existantes, ou bien de modifier des stacks existantes en leur ajoutant des ressources. Et vous tombez sur ce wizard-là. Et vous dites, bon déjà, il y a 5 étapes. Ensuite, le nombre de champs qu'il y a ici, là, il va dépendre de ce qu'il y a dans la stack. Il peut y avoir un paquet de trucs. Et toutes les petites valeurs qu'il faut rentrer là, il faut aller les chercher à la mimine dans l'interface AWS, parce que c'est des ressources existantes. Donc il faut aller prendre les bonnes valeurs. Et parfois, vous avez des services ARN ou des service names, c'est pas toujours très clair. Et quand ça ne marche pas, vous arrivez à l'étape 5 et vous dites, ah, échec, dommage, on repart au début. Et des stacks comme ça, on en avait plusieurs centaines. Hein. Donc, oui, ça a pris un petit moment quand même. Ouais, ça a pris un moment. Et du coup, bon, clairement, c'est des limites qui sont posées par deux trucs. Aussi bien le framework que vous utilisez et le cloud que vous utilisez aussi. Donc, dans tous les cas, nous, on n'a qu'un seul conseil à vous donner, c'est renseignez-vous dès le début. Et il y a quelque chose qui, du coup, c'est vraiment pas une étape à négliger et ça vaut presque le coup d'écrire un plan de migration dès le début, de savoir exactement comment vous allez le faire, ou au moins de tester et de poker les trucs les plus gros. Pour ce qui est de Terraform, on suppose que ça marche et qu'il est beaucoup moins chiant que CDK là-dessus. On n'est pas tout à fait sûr parce qu'on n'est pas des experts, mais de ce qu'on a vu comment ça marchait, on se dit que ouais, ça devrait mieux marcher. Probablement. Une chose à savoir aussi, c'est que par exemple, on s'est rendu compte que dans CDK, il y a des ressources qui ne sont juste pas importables. Ça, il ne l'affiche pas trop, mais il y a des choses, c'est non. Voilà. Par exemple, les records DNS de Route 53, c'est non. Voilà. Donc là, vous avez deux options, soit vous supprimez, soit vous vivez avec et vous gérez à la main ces petits machins-là qui dépassent. En parlant de supprimer, c'est aussi une option pour migrer des choses. C'est même l'option la plus facile. Si vous pouvez supprimer le truc existant et le recréer en infra as code, ça va vachement plus vite. Par contre, ça, vous ne pouvez pas le faire partout. Mais si vous avez des petits services qui s'éteignent, typiquement un batch ou un stream processor, si vous avez un cluster qui est derrière un load balancer avec un record DNS qui pointe sur tout ça, vous pouvez probablement créer le truc en double, changer le record DNS à la fin et hop, pas d'interruption de service ou très peu, et vous avez migré la chose. Alors que vous avez vu le wizard, c'est infiniment préférable de supprimer. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec des moments où c'est pas importable et c'est pas supprimable parce que clairement on peut pas le faire sans impacter notre prod. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un moyen, on peut se contenter de garder ce qui existe, le laisser comme ça, et il vit à côté sa vie. Alors,
C'est rapide, c'est simple, on gagne du temps. Par contre, ça veut dire que plus tard dans la maintenance, il sera toujours géré à la main. Et donc vous allez avoir des ressources qui, dans certaines régions, certains environnements vont être gérés par l'infra as code, et dans d'autres, gérés à la main. D'un point de vue maintenance, il ne faut pas les oublier. Voilà, donc on s'est pris encore un paquet de trucs dans les dents, pardon, je suis allé un peu vite, pour finir de migrer tout le reste de notre cloud. Donc je vous ai passé la partie back-end et tout, ça s'est fait, et voilà, et ça fait partie des obstacles qu'on a rencontrés, mais on a fini par le faire. Voilà, notez juste qu'on a un petit peu transpiré dans ce process quand même. Mais bon, on a réussi. Ça a été long, ça a été laborieux, beaucoup plus qu'on prévoyait, mais on a fini par y arriver. Alors, on va être franc, on a laissé quelques ressources de côté. Parce que c'est des trucs qui étaient stables, sur lesquels on revient, on n'est jamais revenu depuis des années. Et on se dit, bon, vu la quantité de travail nécessaire pour les importer, ça vaut pas le coup. On verra si jamais on a besoin de les modifier plus tard. Donc on a transpiré, mais c'était quand même, le gain il est quand même assez important. C'est qu'à la fin, on avait 2 prods gérés intégralement en infra as code, 4 commandes à lancer pour déployer 2 environnements intégralement. C'est des cadifs, c'est des cadiploys sur chacun. Les après-midi de déploiement étaient quand même plus sereines. Et voilà, sans action manuelle, c'est quand même le truc important. Ouais. Normalement, et plus personne n'avait besoin de se connecter dans l'interface d'AWS pour faire quoi que ce soit. Donc on pouvait taper sur les doigts de tous ceux qui essayaient. Et donc du coup, on s'est retrouvé dans cet état-là. Et le temps, il passe. Donc nous, on commence à prendre nos petits réflexes, on maîtrise notre framework, on fait nos petites évols dessus. Donc globalement, tout se passe bien. Et alors là, un jour, on a l'équipe commerciale qui revient. Là, il était un peu moins enjoué que la première fois. Il nous fait, bon les gars, on a trouvé un super client. Par contre, il est aux US. Et on a bien vu ce que c'était de déployer à Singapour. Du coup, comment on se débrouille? Et là, on l'a rien. On fait, non, c'est bon. On sait faire maintenant. On est prêt. Trop facile. Ah, tout est dans le code, c'est comité, ça tourne sur les autres environnements. Easy, quoi. Ou pas. Il y avait peut-être quelques actions manuelles pour le setup initial. Oui, peut-être. Mais bon, on avait tout documenté avec Singapour, on avait été sérieux. Très, très sérieux, évidemment. Vous vous souvenez de l'étape Singapour? Le moment où on a fait du die and retry pendant des semaines? Ça, combiné à de la doc, en général, la doc est pas très à jour à la fin. Du coup, on a repris un coup de die and retry, mettre à jour la doc sur le chemin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a été quand même beaucoup plus rapide. C'est juste qu'au lieu de le faire en 2 jours, ça a plutôt pris une bonne semaine. Mais globalement, on s'en est sorti. Et on a documenté. Voilà, si jamais vous faites ça, pensez-y, il y a probablement des actions manuelles pour le setup d'un compte. Si vous ne les documentez pas, vous allez devoir die and retry pour les retrouver. Et parfois, les messages d'erreur sont un peu cryptiques. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup. Alors, ça vaut le coup même si vous vous dites, oui, mais moi, des comptes AWS dans des régions à l'autre bout de la planète, je ne vais pas en redémarrer tous les 4 matins. Même, parce que vous ne savez pas. Nous aussi, on ne pensait pas aller aux US un jour. Et ça nous est tombé sur le coin de la tête. Vous allez peut-être aussi lancer des environnements de test. Vous allez peut-être lancer des environnements par branche, je ne sais pas ce que vous voulez. Il y a de fortes chances que vous ayez quand même un jour à refaire ces étapes de setup. Documentez-les et surtout documentez ce que vous ajoutez au fur et à mesure. Ça, c'est quasiment le plus dur. Je déploie un nouveau service, ça part en prod, c'est facile. Mettez-le dans la doc, sinon vous allez avoir mal. Voilà, t'as résumé le début. Ouais. Mais oui, donc faites attention à documenter et maintenez votre doc à jour. On le dit tout le temps, on est super chiant. Je suis la pire des personnes sur ce sujet. Je suis incapable de le faire. Mais c'est quelque chose, il faut vraiment s'y astreindre. Et notamment les interfaces du cloud, elles évoluent. Tous les 6 mois, ils remettent à jour, ils changent des trucs. Enfin, même plus que ça, mais tous les 6 mois, ils sont capables de changer la tête complète du truc. Et ce qui veut dire que votre doc, elle n'est pas à jour. Les screenshots que vous avez pu mettre, ils sont peut-être plus bons. Les noms des boutons, c'est peut-être plus les mêmes. Et prenez le temps de le faire. Parce que dans 6 mois, ils auront peut-être rechangé, ça sera encore plus différent et vous n'allez pas retrouver. Ou même dans 2 mois, votre collègue qui maîtrise clairement moins le truc, quand il va arriver que la doc n'est pas du tout à jour, qu'il ne va rien comprendre, il risque de vous en vouloir et vous allez devoir faire le travail à sa place. Alors que vous avez fait une doc, c'est dommage. Alors l'autre option, c'est bien sûr d'automatiser les choses. Et clairement, c'est faisable. Alors que ça soit par l'IAC, si votre outil le permet, ou bien par les API de votre provider de cloud, ou des scripts, tout ce que vous voulez. Vous pouvez automatiser quasiment tout, jusqu'à le setup peut-être des DNS. Il y a vraiment plein de choses qui sont automatisables et qui vont réduire la quantité de doc que vous allez avoir à produire.
Par contre, je vous garantis que la quantité de travail pour l'automatisation va être supérieure à celui pour la doc. Plus vous allez vouloir gagner des jours ou des heures de déploiement manuel, et plus vous allez transpirer sur les morceaux qui restent, c'est bien sûr ceux que vous avez laissés parce qu'ils étaient durs, quoi. Donc mathématiquement, ça va être un peu long. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un curseur. C'est à vous de voir à quel point je documente, à quel point j'automatise. Et le facteur qui va décider ça, c'est en gros à quelle fréquence je crée des nouveaux environnements, combien de temps ça me prend, combien de temps j'ai, et à quel point ça va me coûter cher d'automatiser ces process-là. Donc à vous de voir dans votre contexte voilà, ce que vous avez besoin de faire. Et donc maintenant, où on en est? Eh ben, on a nos 3 environnements, qui globalement, le troisième, s'est bien passé. Comparé aux 2 autres, il s'est très bien passé. Et ce qui nous a permis quand même de rentabiliser tout le travail qu'on avait pu faire sur CDK. Et ça nous permet de le rentabiliser déjà le jour où il a fallu déployer les US, mais au fait, en maintenant son vie au quotidien, parce que déployer un environnement, c'est la même chose sur les 3. Il n'y a plus de risque de se planter. Normalement, ils sont tous identiques. Donc ça veut dire qu'il y a les mêmes problèmes dans chaque environnement. C'est vachement plus rassurant. Et voilà. Donc dans la vie de tous les jours, on a quand même, ça y est, on commence à être rentable. Et il y a des bonus. On avait des environnements de test. Bon, c'était géré à la main. Ils ne comprenaient pas forcément tout. Voilà. On s'est dit, on a ça, on va arrêter les conneries. On a tout supprimé et on a tout recréé en infrascode. Et là, on était content d'avoir la deck à jour. Vous pouvez pousser beaucoup plus loin que ce qu'on a fait. Il y a des gens, on le sait, il y a des équipes qui ont poussé l'automatisation jusqu'à Massia, il va déployer pour chaque branche un nouvel environnement automatiquement, j'ai rien à faire. Alors il y a des sacrifices, vous ne pouvez pas avoir des noms de domaine hyper nickel sur ces environnements de test, parce que forcément vous avez quand même des opérations manuelles au bout d'un moment chez votre fournisseur de noms de domaine, je ne sais pas, que ce soit Gandhi ou autre. Donc il y a des petits sacrifices, mais vous pouvez automatiser jusqu'au bout. Nous on ne l'a pas fait, il y a des raisons, par exemple un environnement chez nous ça coûte cher, parce qu'on a pas mal de stuff, vous avez vu, mensuellement. Donc voilà, on n'en déploie pas pour chaque branche, mais on en maintient plusieurs qu'on met à jour régulièrement pour des tests et, voilà, et pour tester nos livraisons quand même. Voilà, vous pouvez vraiment pousser les choses très très loin, à vous d'évaluer le gain et les coûts qui vont avec. Pour vous donner quelques chiffres, notre petit projet CDK, on est arrivé à 20 000 lignes. Donc, 20 000 lignes de TypeScript, ça commence à faire. On s'est fait plaisir. Pas tellement quand même. On a transpiré, ok. Mais non, mais on a essayé de faire ça bien. Ça nous a quand même coûté presque 200 jours. Alors dans les 200 jours, ça compte le déploiement à Singapour, l'intégration en Irlande, l'adaptation du code. Donc il y a beaucoup de choses, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ça vous prendra probablement moins si vous faites, vous enlevez des facteurs. Si vous n'allez pas à Singapour, vous restez dans la même région. Peut-être que vous aurez moins de problèmes. Voilà, vous pouvez peut-être diviser ça par 2 sans trop de soucis. C'est d'autant plus vrai si vous partez sur un projet tout neuf et que vous l'infrascodisez au fur et à mesure. Voilà, il faut quand même voir que nous, on était 4 devs, ces 200 jours, on les a répartis sur 1 an, donc c'est quand même une charge de travail au quotidien qui n'était pas négligeable. Voilà. Ouais. Et donc on se retrouve, alors le chiffre est très approximatif parce qu'on n'a pas pris le temps de compter, mais on se retrouve avec à peu près 500 Docker, 400 Lambda qui sont déployés un peu tout autour de la planète, plus un tas d'autres services. Donc on commence à avoir vraiment du coup une très grosse pod, des choses qui sont déployées partout dans le monde avec juste quelques petites lignes de TypeScript. Et on reste une équipe autour de 10 personnes, donc c'est quelque chose qui, sans ça, on n'aurait pas survécu à notre taille. Bon, petit bilan. Est-ce que c'est magique? Bon, si je pose la question, vous doutez que c'est non. La réponse est oui. Bon, elle est non pour le mec qui a passé en premier, soyons clairs. Elle est oui, par contre, pour les gens qui arrivent après. Pour un dev qui est peut-être junior ou qui arrive et qui ne connaît pas l'infra as code, qui ne maîtrise peut-être pas l'infra du tout, l'utilisation, la création d'un nouveau service, le setup est vraiment quelque chose qui, dans une utilisation quotidienne, sans maîtrise profonde de l'infra as code, quoi que ce soit, est quand même assez ouf. À la question de est-ce que c'est simple, vous avez compris que la réponse est comme pour la magie. C'est pour celui qui s'en sert au quotidien et qui n'a pas transpiré, ouais, c'est simple. Il y a juste à ouvrir le code, changer les valeurs qui nous intéressent. Si c'est bien clair, bien documenté, que le code est bon, c'est pratique. Au setup, clairement pas. Vous l'avez vu, il y a besoin de connaître. Du coup, il y a besoin de se familiariser avec le framework, mais il faut aussi connaître son infra, comment fonctionne son cloud, les apps qui sont déployées, donc qu'est-ce qu'on déploie, comment ça s'intègre avec les services AWS, c'est quoi les liens entre tout. Et il y a besoin des fois de descendre assez bas dans la couche d'infra. Donc clairement, la simplicité, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. En création. En création.
Point de vue gain de temps, là la réponse c'est peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Ça va dépendre de votre contexte. En gros, soit vous déployez souvent des nouveaux environnements, ou vous déployez souvent les mêmes environnements, mais vous faites souvent des updates. Auquel cas, ça peut être assez vite rentable. Par contre, si vous avez que 1 ou 2 environnements que vous ne mettez pas à jour très souvent, c'est-à-dire moins de plusieurs fois par jour, le coût initial étant quand même élevé, c'est pas sûr. Par contre, on parle de gain de temps. Il y a d'autres gains. On en a parlé, vous avez votre truc sous guide, vous pouvez faire des diffs, le gain en sérénité, il est là. Donc il y a le gain de temps, mais il n'y a pas que ça. Alors même si le gain de temps, c'est ça que votre chef va vous demander, il y en a d'autres. Ouais. Être à peu près sûr que son déploiement va se passer comme prévu, c'est quand même plutôt agréable. Et là, on vous a parlé de projet neuf tout à l'heure, vous dites, putain, moi je me lance sur un nouveau projet, est-ce que l'infrascode vaut mieux le faire dès le début, vu ce que j'entends? Eh ben, c'est pareil. Nous, on n'est pas tout à fait convaincus. Parce que ça veut dire que chaque nouvelle feature, elle va coûter plus cher. Si c'est pas votre expertise, ça peut vous coûter beaucoup plus cher. Et au tout début, vous avez peut-être d'autres trucs plus urgents, genre sortir une appli qui fonctionne, déjà, avant de réussir à la déployer automatiquement. Et du coup, ça va dépendre de l'utilisation de votre projet, du time to market, de plein de choses. Et ce qu'on vous dit sur les projets neufs, c'est aussi valable sur des POC. Genre, je vais tester un nouveau petit truc, un nouveau service, je vais voir comment ça fonctionne, est-ce que ça peut me résoudre mes problèmes? Et est-ce que ça vaut le coup de passer 2 jours à le déployer en infrascode alors qu'il y en a pour 20 minutes dans l'interface d'AWS? Tout ça pour se rendre compte 3 jours plus tard que finalement ça répond pas aux besoins? Peut-être pas. Donc voilà, c'est toujours besoin, faut étudier, faut savoir les connaissances que vous avez et ce que ça vous le temps que vous pourrez gagner plus tard. Du coup, la dernière question, c'est est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'on vous le recommande? Oui, globalement, nous, on est hyper contents. Mais vous avez vu, le coût de setup initial, il est vraiment pas négligeable. Il faut monter en compétence sur le framework, sur l'infra, sur plein de choses. Il faut modifier quasiment tout votre existant. Mais à la fin, au quotidien, c'est juste incroyable. C'est vraiment, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'aurait pas survécu sans ça chez Genji. Donc voilà. Et puis sereinement aujourd'hui. Les prods, elles nous font plus peur, les mises en prod. Pour vous donner une idée, on déploie des choses plusieurs fois par jour sur nos prods. C'est pas une opération qu'on fait une fois par mois, c'est des batchs, on en met à jour plusieurs fois par jour. Sereinement. Donc au quotidien, c'est quand même pas mal. Et du coup, est-ce que vous voulez vous lancer? Et surtout, est-ce qu'on peut vous donner des conseils? Clairement, choisissez votre outil. Prenez du temps dessus, négligez pas cette étape, prenez pas celui-là parce que vos potes vous ont dit que c'est le meilleur, que voilà. Prenez le temps d'analyser les outils, ce qu'ils apportent, leurs avantages, et de surtout voir si c'est adapté à votre contexte. Et le deuxième point, c'est que si vous n'êtes pas des experts, commencez petit. Nous, en commençant petit, on a failli se démoraliser plusieurs fois. Donc voilà, essayez pas de prendre le truc le plus dur dès le début. Et n'oubliez pas la migration. Donc si vous avez un existant en production, pensez-y rapidement, regardez ce que votre outil de choix va permettre de faire. Est-ce que ça va permettre de le faire? À quel coût? À quel effort? N'oubliez vraiment pas ce point-là. Nous, il y a un moment où on s'est fait vraiment peur sur notre capacité à finir ce chantier-là. Et du coup, je viens à ce point-là, désespérez pas. Normalement, ces outils, ils sont mûrs, ils fonctionnent bien, il y a plein de gens qui les ont en production. Donc même si vous avez peur à un moment, il y a de bonnes chances qu'il y ait une solution à votre problème. Et vous allez y arriver. Voilà. Et le tunnel a beau être très très long, des fois très sombre, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout, il y a de la lumière et il y a quand même un peu de magie. De la belle magie. Merci. Du coup, il nous reste 5 minutes pour des questions. Si vous en avez, on est complètement ouvert. Dans le fond là-bas, ouais. C'est allumé, ok. Petite question du coup en tant que dev, par rapport à la mise en place de tout ça et les contraintes de temps, les contraintes de tout ça, c'est testé j'imagine? La question normale. Et du coup en fait, parce que je connais pas du tout ce CDK, est-ce qu'il y a des outils qui proposent des solutions justement pour mettre en place du test sur l'infra as code? Il y a un framework de test qui est intégré dans CDK. On va pas pouvoir répondre exactement dessus parce qu'on ne l'a pas fait. Le test a été déployé à Singapour, clairement.
y a quand même un truc qu'il faut voir, c'est que votre CDK diff que vous pouvez lancer depuis votre machine en local, si ça ne marche pas, vous allez le savoir tout de suite. Globalement, il y a très peu de risques une fois que vous avez mis quelque chose en place en CDK. Nous, on ne rencontre pas de régression au quotidien. Les seuls cas où on s'est un peu fait peur, c'est des mises à jour de CDK, où là, à l'intérieur de CDK, ils ont changé des choses et du coup, ils vous affichent du diff qui fait un peu peur. Genre, il y a des lambdas qui sont créés magiquement. Vous dites, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, ça, il n'y a jamais eu de problème. Donc, du test, pour l'instant, nous, là où on en est, on ne voit pas le gain. Il y en a probablement un plus tard, mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais du coup, oui, il y en a un qui est, en tout cas, alors côté TypeScript, il est basé sur Jest de mémoire. Alors, on vous a montré que des exemples TypeScript, mais CDK, je sais qu'ils existent aussi. Ils ont une version Python de mémoire. Il y a du Go, du Java, il y a plein de trucs. Ouais, ils en ont plusieurs. Donc, nous, on est parti sur les TypeScript, mais je pense que chaque langage a son framework de test et moyen de faire quelque chose. Et je reviens sur du coup, en parlant, mais sur la partie test, en fait, un CDK diff va générer des fichiers de ce qui va être déployé. Et donc, en fait, en analysant ces fichiers, il y a moyen de savoir exactement ce qui va être fait, et je pense qu'il y a moyen de rajouter des tests par-dessus. Il nous reste 3 minutes. Ah, je vois une question là-bas. C'est gentil de faire travailler le staff pour qu'il court dans tout l'amphi. Oui, bonjour. Donc moi je connais pas le CDK, mais on utilise Ansible. Et pour gérer, on va dire, toutes les ressources, il y a des fichiers d'inventaire. Est-ce que vous êtes retrouvé dans le cas où, par exemple, vous supprimez des ressources de votre inventaire et du coup ça ne se déploie pas, mais vous avez des ressources qui continuent à tourner que vous voyez plus, donc qui d'un côté vous coûtent, ouais, et qui peuvent être, du coup, qui sont plus maintenus et qui peuvent servir de point d'entrée, on va dire, sur l'infra et rebondir sur le reste. Alors en fait, ça ne peut pas se produire normalement en CDK, parce que justement, quand il va détecter que ces ressources sont plus dans l'inventaire que vous avez fait, lui, il considère qu'il faut les supprimer. La seule subtilité à ça, c'est qu'il y a des ressources qu'il ne va pas vraiment supprimer, il va juste les supprimer de la stack dans laquelle elles sont. Donc ça dépend, vous pouvez choisir comment les ressources se comportent. Typiquement, les bases de données, les tables DynamoDB qu'on utilise nous, quand CDK considère qu'il faut faire un delete dessus, en fait, il va juste les séparer de la stack, donc elles ne sont plus gérées par ça. Mais il y a plein d'autres ressources, la majorité, qui sont vraiment supprimées. Donc vous n'avez plus vraiment ce genre de problème-là. Ouais. Donc on ne se retrouve pas avec des serveurs qui tournent et qui nous coûtent un bras. Ouais. Mais par contre, ça, c'est des spécificités peut-être au CDK qu'on n'a pas sur d'autres technos. Peut-être, ouais, c'est à vous de vérifier comment ça se comporte après au cas par cas. Et en tout cas, le CDK, si c'est AWS derrière, c'est fait que pour l'AWS ou c'est aussi pour d'autres clouds? Pour le coup, il est non portable. Oui, d'accord. Parce que vous fermez, entre guillemets, potentiellement des clients qui voudraient du Secnum Cloud ou du cloud souverain. Oui, c'est effectivement possible. Après, c'est un choix qui a été fait et qu'on assume. Mais clairement, si vous avez besoin d'avoir cette option possible, en tout cas, d'avoir des clouds autres que AWS, effectivement, CDK va vous limiter net. Okay. Après, les rares exemples qu'on a vus sur Terraform avaient l'air... c'est toujours des modules assez spécifiques. En tout cas, l'impression que ça donnait, c'est que peu importe l'outil qu'on utilisait, en fonction du cloud, il y avait quand même des spécificités. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un outil magique, mais peut-être. Mais dans notre cas, on n'en avait pas besoin. Et il nous reste 0 minutes. Merci d'être venu.